Docteur Éric Ménat, vous êtes médecin généraliste, homéopathe, phytothérapeute. Vous accompagnez souvent les patients ayant des cancers. Quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a un cancer, quel conseil vous pourriez lui donner? Oh, vaste question. Alors, si on se base sur un plan purement médical, de suivre le traitement qui lui est proposé la plupart du temps, parce que la médecine a fait beaucoup de progrès sur la prise en charge de la maladie elle-même. Donc, bon, ça c'est un premier point. C'est certain que les traitements sont de plus en plus efficaces. Maintenant, si j'avais un conseil numéro 1 à donner à un patient, en dehors bien sûr de suivre son traitement, c'est de se prendre en charge. Il est certain que aujourd'hui, un patient qui affronte la maladie a beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'un patient qui le subit, qui l'a subi d'ailleurs. C'est vraiment se poser des questions sur lui-même. Qu'est-ce qui a pu jouer un rôle dans la genèse de la maladie? Comment je peux agir moi aussi pour aider le traitement, pour aider le cancérologue? Qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon hygiène de vie? Alimentation, sommeil, activité physique, etc. Donc vraiment, la première chose, c'est ça. Il y a un certain nombre de livres qu'on peut lui conseiller, comme les livres de David Servan-Schreiber, qui sont très intéressants, mais il y en a d'autres, le livre de Guy Corneau, on pourrait en citer vraiment plusieurs, qui permettent aux patients de prendre conscience de la puissance qu'ils ont en eux pour lutter contre la maladie. Il y a un vrai potentiel, c'est-à-dire le vrai potentiel de changement et une vraie efficacité. S'ils sont vraiment dans cette démarche positive, finalement, pas de soumission. Le premier problème souvent des patients, c'est la peur. D'ailleurs, on dit souvent qu'en cancérologie, s'il y avait des causes psychologiques qui peuvent favoriser le cancer, c'est avant tout la peur vécue dans le silence et la solitude. Donc, c'est vraiment travailler sur ces peurs et sortir du silence et de la solitude. En plus, c'est la peur du traitement, la peur de la maladie, la peur du traitement, la peur de la mort. Absolument. Au départ, il y a des peurs qui ne sont pas les peurs du traitement, il y a des peurs existentielles, profondes, qu'on a besoin de comprendre. Et puis, effectivement, quand le diagnostic est là, c'est la peur de la maladie, la peur du traitement, la peur de la mort. Et évidemment, comme on dit, la peur est mauvaise conseillère. Bon. Donc, s'il y avait un conseil, c'est vraiment celui-là. Si on doit brosser un tableau des pathologies cancéreuses actuellement, quels sont les cancers que l'on soigne le mieux, a priori? Quels sont les traitements les plus classiques qui fonctionnent le mieux? Là aussi, vaste question, parce que si on doit répondre simplement à cette question, les cancers qu'on soigne le mieux aujourd'hui, ce sont les cancers hématologiques. Lymphome, leucémie, cancer du sang, c'est-à-dire les lymphomes, les leucémies, la maladie Hodgkin, etc. C'est là où la chimiothérapie est la plus utile, la plus efficace, et vraiment on obtient des résultats très intéressants. On parle de guérison ou on parle de rémission? On parle de guérison, on parle de beaucoup de guérison. Aujourd'hui, les cancers chez l'enfant, les leucémies de l'enfant, on arrive à avoir des taux de guérison très importants. Dans la maladie de Hodgkin, c'est, je crois, aujourd'hui plus de 90%. Donc on a vraiment des très bons gains. Ensuite, l'autre chose qui guérit un cancer, c'est la chirurgie. Donc ce n'est pas le cas dans les cancers du sang, puisque ça ne s'opère pas. Mais si on peut opérer un cancer suffisamment tôt, un petit cancer du sein, un petit cancer de la prostate, un cancer débutant du côlon, on le guérit à 99%, on va localisé et circonscrit. Voilà. Ouais. D'où l'importance qu'on a mis sur le dépistage en disant si on le dépiste très tôt, on peut les guérir grâce à une chirurgie. C'est vrai, à condition, comme on l'a dit, de ne pas faire de surdiagnostic, de surtraitement. Ensuite, malheureusement, si les cancers ont évolué, on a aujourd'hui ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire qu'ils recherchent des critères spécifiques de la tumeur du patient, de cet individu-là. Et si on a ces critères-là, on peut bloquer des récepteurs. Et là, c'est là où on a certains bons résultats. On a un médicament, par exemple, dans une maladie du sang, dans un lymphome, qui est le Glivec, qui donne d'excellents résultats. On a les anti-hormones ou le traitement par Herceptin dans le cancer du sein, parce que ça joue sur un récepteur bien précis. Si vous l'avez, eh bien le traitement peut être particulièrement efficace. On parlera de rémission longue plutôt que de guérison, mais avec vraiment des résultats très intéressants par rapport aux chimio conventionnels. Est-ce qu'actuellement, la prise en charge hospitalière est bonne? Est-ce que c'est satisfaisant? Moi, je pense que non seulement elle est bonne, mais elle est de plus en plus adaptée, plus en plus personnalisée. On se rend compte que les oncologues vraiment prennent en charge leurs patients de façon assez individualisée. Après, elle est parfois aussi pas satisfaisante, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Il faut le reconnaître. Ils sont surchargés? Ils sont absolument surchargés. Le nombre de patients ayant un cancer évolue beaucoup plus vite que le nombre d'oncologues.
ils sont absolument surchargés. Ils s'occupent bien sûr en priorité des cas difficiles, des cas compliqués, ce qui fait que beaucoup de patients se sentent un peu comme des numéros, parce que s'ils vont pas mal, ils sont vus en 5 minutes, etc. Mais je dirais que c'est lié au système. Les cancérologues gardent les patients parce qu'ils veulent les surveiller, alors que la surveillance pourrait peut-être être proposée aux médecins généralistes. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, mais les médecins ne sont pas toujours formés ou n'ont pas forcément envie de trop s'investir dans la cancérologie, qui est une pathologie compliquée, douloureuse à suivre aussi. Et donc voilà, on a un problème de prise en charge qui est lié vraiment à un problème de démographie. Est-ce que le patient a les moyens de savoir s'il est dans le bon protocole, dans le bon traitement? Est-ce que c'est pile ou face, ou est-ce que c'est... on verra dans 3 chimios si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas, donc on change. Est-ce que c'est aussi... Alors, il y a plusieurs questions dans cette question importante. Si on a, quel que soit le cancer aujourd'hui, on a un protocole initial qui fait consensus, on va dire. Donc 90% des cancers, quand on découvre un cancer du pancréas, de l'estomac, de l'utérus ou je ne sais quoi, les protocoles il y a un consensus sur le protocole initial. Là où il n'y a plus de consensus, c'est quand on commence à arriver en 2e ou 3e ligne. C'est-à-dire les gens récidivent, le premier traitement n'a pas bien marché, etc. Et alors là, il y a vraiment des différences, parfois entre les cancérologues, les services, où certains vont aller dans un sens, certains vont aller dans d'autres. Aujourd'hui, il y a une règle, en France en particulier, que chaque traitement est décidé par un staff, par un groupe de médecins qui discutent des dossiers. C'est jamais un médecin tout seul qui prend la décision. Donc c'est une prise de décision collégiale, ce qui garantit, je dirais, probablement le meilleur choix. Après, on se rend compte que 2 équipes pourraient faire des choix un peu différents. Donc, bien sûr... Pourtant, sur le même protocole, a priori. Non, on peut avoir 2 équipes à Lyon et à Paris qui proposeront 2 approches différentes. Et parfois, si on a un doute, je crois qu'il ne faut pas hésiter à consulter un 2e cancérologue pour avoir un autre avis. On va dire qu'en première ligne, 90% des gens seront d'accord sur le protocole parce que les protocoles font consensus. Est-ce que le patient a son mot à dire là-dedans? De plus en plus. Oui. De plus en plus. Il peut intervenir, peut interagir avec l'oncologue s'il a le temps, évidemment. On va dire de plus en plus, mais c'est tellement compliqué la cancérologie, et le patient a tellement peur que c'est jamais simple. C'est jamais simple. Donc il peut poser des questions, il peut se renseigner, on trouve de plus en plus d'informations sur Internet, mais c'est vraiment complexe, c'est-à-dire qu'il a son mot à dire. C'est le piège Internet aussi. Oui, c'est un piège, mais il y a des forums, Moi, je pense qu'on peut avoir des informations. Le problème, c'est que chaque cas est particulier. Et on dit d'ailleurs souvent des médecins qui sont mauvais thérapeutes pour eux-mêmes. Les patients sont souvent de mauvais thérapeutes pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut écouter le patient. C'est absolument indispensable en fonction de ses symptômes, en fonction de ses besoins. Mais après, c'est surtout pas au patient de choisir, parce que la peur, encore une fois, du patient ne va pas forcément l'aider à choisir de façon sereine. Oui, mais dans le cadre de sa prise en charge, de son engagement, de la lutte contre ce cancer, peut-être qu'il aura son mot à dire. Ah, il a son mot à dire sur beaucoup de choses, et même parfois sur le choix d'un traitement qui sera plus curatif ou plus palliatif, dans des cancers évolutifs. C'est au patient de savoir s'il veut une chimio très très lourde parce qu'il veut essayer de s'en sortir, avec des risques d'effets secondaires importants, ou une chimio plus légère qui ne va pas guérir le cancer mais qui va lui permettre de vivre plus longtemps dans de bonnes conditions. Et ça, il n'y a que le patient qui peut décider ça. Est-ce qu'on tend vers la disparition de certains cancers? Est-ce que vous pensez qu'il y a des cancers qui vont disparaître? Encore une fois, le cancer est une maladie dégénérative. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, avec le vieillissement des cellules, on peut faire des cancers un peu partout. Alors, il y a des cancers qui diminuent. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un seul vraiment qui a diminué, c'est le cancer de l'estomac. Et pour des raisons environnementales d'ailleurs, parce que c'est la conservation, le mode de conservation, le mode de cuisson, certaines conserves dont on sait qu'elles étaient cancérigènes, qu'elles favorisaient le cancer de l'estomac. Et ce cancer a énormément diminué, c'est le seul d'ailleurs qui est vraiment énormément diminué depuis 50 ans, puisqu'on a changé les modes de conservation des aliments. Donc on peut faire réduire des cancers. Si les gens ne fumaient plus, on réduirait beaucoup le cancer du poumon. Malheureusement, comme vous le savez, non seulement ça ne diminue pas, mais c'est un cancer qui devient de plus en plus fréquent chez la femme, puisque la femme maintenant fume à peu près autant que les hommes, et elle va vers un taux de cancer du poumon qui va rejoindre celui des hommes. Donc faut faire attention. Il n'y a pas de cancer qui diminue vraiment. Docteur Eric Ménam, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Frédéric.